Bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de la pratique délibérée quand la réflexion optimise la performance. Donc, déjà, il y a quand même 3 concepts assez énormes dans cette présentation. On va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que la pratique délibérée? Donc, la pratique délibérée, c'est un concept qui a été développé par Erickson et ses collaborateurs en 1993. Donc ils sont partis un petit peu des cadres conceptuels de l'époque où on se disait que la performance c'était quelque chose qui la plupart du temps était inné. Alors notamment chez les sportifs par exemple, on peut voir la taille chez les basketteurs, on peut parler de la typologie des fibres musculaires chez par exemple les sportifs qui sont les plus performants en endurance, ils ont des fibres musculaires un petit peu différentes des sprinteurs par exemple. Et il y a des analogies qui avaient été faites avec les capacités mémorielles des gens et la vitesse de conduction neuronale. On peut se poser la question aussi, est-ce que c'est la pratique et l'expérience qui vont faire qu'on est un petit peu plus performant? Quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on dit que les gens ils sont experts au bout d'une dizaine d'années de pratique dans à peu près tous les domaines. Les publications scientifiques, par exemple, on se dit qu'on fait nos meilleures publications scientifiques entre 30 et 40 ans, donc après au moins 10 ans de développement dans son domaine. Donc la question finalement, c'est est-ce qu'on est ou on devient performant? Ils sont également intéressés un petit peu à la littérature pour voir quels étaient les facteurs qui influençaient un apprentissage optimal et une amélioration de la performance. Donc, ils ont parlé de la motivation de l'apprenant, de la prise en compte du niveau de connaissance, du fait de leur demander de réaliser des tâches compréhensibles, d'avoir la capacité de prodiguer un feedback immédiat et la possibilité qu'avaient les apprenants de répéter des tâches similaires. Donc, Erickson et ses collaborateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dans un domaine où on trouve beaucoup d'experts, pour eux, la musique, et ils sont allés regarder comment apprenaient les musiciens à devenir des musiciens très performants et reconnus dans leur domaine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la pratique délibérée, c'est une activité qui est vraiment très structurée et qui a vraiment le but explicite d'améliorer les performances et de devenir expert. C'est la théorie de l'apprentissage de la performance de l'expert. Donc, ils sont partis du postulat qu'il fallait concevoir des activités qui étaient designées par l'enseignant pour que l'apprenant puisse atteindre un niveau de performance. Il lui donnait un feedback immédiat quand il réalisait ses activités. L'apprenant en autonomie a l'opportunité de répéter des activités. Donc, dans le cadre de la musique, ils s'entraînent à pratiquer leur instrument. Il y a une phase de restitution auprès de l'enseignant au terme de tout ce temps d'activité en autonomie. Et à ce moment-là, l'enseignant juge si le niveau de performance qui était initialement fixé est atteint. À ce moment-là, on lui demande d'aller vers un niveau supérieur de performance et on recommence le cycle. Donc c'est un apprentissage qui se fait quand même sur un très très long terme. Dans leur papier original, ils décrivent 10 000 heures de pratique. Alors, c'est à différencier un petit peu dans la littérature parce qu'on trouve d'autres choses de ce qu'ils ont appelé le purposeful practice. Donc là, à ce moment-là, l'apprenant, il pratique vraiment uniquement en autonomie. Il n'y a pas de rétroaction de l'enseignant. Et de ce qui est le naive practice, là, à ce moment-là, c'est exercer et développer une performance en réponse à une évolution des demandes, par exemple, dans le cadre de son travail. Si on vous demande d'effectuer une tâche un peu différente de celle que vous avez l'habitude de faire, à ce moment-là, vous allez effectivement devenir peut-être plus performant dans cette tâche, mais ce n'est pas une action qui est délibérée de votre part. Alors, il y a quand même un rôle prépondérant de l'enseignant dans ce domaine, parce que ça va être lui qui va déterminer toutes les activités que l'apprenant peut réaliser entre les rencontres avec l'enseignant et les sessions de feedback. Donc, il faut que ces activités, elles soient juste au-dessus du niveau de l'apprenant pour qu'il ait un objectif, mais il ne faut pas, bien évidemment, qu'elles soient trop complexes initialement à réaliser, parce que sinon, il n'y arrivera pas. Elles doivent correspondre au niveau de performance souhaité. Ça doit être des activités qui sont plutôt de courte durée. Et il faut bien évidemment donner à l'apprenant des instructions explicites sur les méthodes à employer pour réaliser ces activités en autonomie.
L'enseignant, il va avoir également un rôle de supervision. Donc, il va être là pour faire un diagnostic personnalisé. C'est vraiment un accompagnement qui est très personnalisé des erreurs que commet l'apprenant au cours de son apprentissage. Il va lui faire un feedback sur ses erreurs, éventuellement aussi sur ses points positifs. Et surtout, il va falloir qu'il lui donne les moyens de remédier, de corriger ses erreurs et de s'améliorer pour pouvoir atteindre le niveau de performance souhaité. Ensuite, il va falloir qu'il organise toute la séquence d'apprentissage en monitorant du coup l'amélioration de la performance de son apprenant et en permettant une transition vers des activités plus complexes pour continuer à augmenter le niveau de performance. Pour les apprenants, du coup, ça va leur demander énormément d'implication, donc il va passer par la motivation, une grande assiduité, c'est quand même de nombreuses heures de travail, quel que soit le domaine. Et on va leur demander aussi d'avoir une représentation mentale du niveau de performance qu'on leur demande d'atteindre. Donc Erickson, il représente ça par le fait de se représenter le niveau de performance désiré, de se représenter comment on exécuterait cette performance et enfin d'arriver à se représenter comment on pourrait juger, évaluer cette performance. Et en fait, en combinant les trois, les apprenants ils commencent à avoir des capacités d'autocritique sur leur performance et donc ils arrivent déjà à commencer à s'auto-corriger au cours de leurs activités en autonomie. Alors bien entendu, c'est une activité qui est très réflexive de par ses caractéristiques. Il y a déjà une réflexivité avant d'entamer les activités pratiques dans l'effort de représentation mentale, donc du niveau de performance qui est recherché. Au cours de la pratique, parce qu'il y a l'auto-évaluation de sa performance par l'apprenant. Et enfin, après, quand on fait la restitution avec l'enseignant et qui donne son feedback. Ça induit énormément de changements aussi, donc ça a été enregistré initialement quand on demandait aux gens de retenir des suites de nombres de plus en plus longues. Il y a un changement qualitatif dans la manière qu'ont les apprenants d'encoder et de restituer les informations. Et à terme, du coup, plus ils deviennent experts, plus ils sont capables d'auto-définir leurs objectifs d'apprentissage et de performance jusqu'à ce que finalement ils aient vraiment à la fin de la séquence plus besoin d'avoir leur enseignant et quand les gens sont vraiment experts, ils sont capables de continuer à progresser en définissant eux-mêmes leurs objectifs d'apprentissage et de performance. Alors bien entendu, c'est une technique qui a des avantages. Il y a quand même un feedback d'un enseignant qui est qualifié, expert en général. Et ça permet l'acquisition d'un niveau de performance de l'expert, bien entendu, dans un domaine donné. On ne devient pas expert dans tout le champ de son métier. Par contre, ça demande énormément de disponibilité de la part du formateur. Ça demande éventuellement un accès à du matériel particulier selon ce qu'on travaille. Ça demande du temps dédié, ça demande de la gestion du temps parce que c'est du travail. Donc, on a dit qu'il y avait de longues heures de travail. C'est des tâches qui sont complexes, qui sont assez épuisantes au niveau cognitif. Donc, il faut aussi que l'apprenant arrive à gérer sa charge de travail afin d'éviter l'épuisement. Et enfin, il y a peu de récompenses immédiates. Vous l'avez bien compris, c'est un travail à long terme. On dit en général une dizaine d'années, donc pas de récompense immédiate, bien évidemment. Alors, ça a été vraiment très étudié dans plusieurs disciplines. Donc, les études Princeps, c'est Erickson et ses collaborateurs dans la musique. Et ça a été très étudié également dans le monde des échecs. Pour ce qui est de la littérature médicale, alors, il y en a beaucoup et à la fois, il n'y en a pas beaucoup. Quand vous tapez sur PubMed Deliberate Practice, il y a beaucoup de résultats qui sortent. Il faut déjà faire un petit peu de tri dans ce qui est publié dans la littérature entre ce qui est du vrai Deliberate Practice et ce qui est du Purposeful Practice, comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, je pense que vous connaissez la littérature médicale aussi bien que moi, sinon mieux. C'est quand même très rare d'arriver à suivre des étudiants sur une dizaine d'années pour aller voir s'ils ont réussi à devenir experts. Alors, il y a des études du coup qui
durent beaucoup moins longtemps, mais qui s'apparentent à des activités de pratique délibérée. Donc Stahl et ses collaborateurs, ils ont montré qu'il y avait une amélioration des capacités de justification diagnostique après des activités de deliberate practice. Donc ils ont pris des étudiants équivalents au niveau d'interne en France. Ils leur ont donné des vignettes cliniques, ils les ont entraînés sous forme de deliberate practice, donc avec vraiment un feedback des enseignants à répondre à plusieurs cas cliniques. Et donc à la fin, ils sont retournés mesurer tous les critères de raisonnement clinique. Ce dont ils s'aperçoivent, c'est qu'au début, la justification diagnostique, donc le fait, ils décrivent ça comme le fait de valider ou d'invalider les hypothèses en fonction des données qu'on récupère au moment de l'examen clinique et des examens complémentaires. Donc ça, c'est un niveau très faible au début, et à la fin des activités de pratique délibérée, ils améliorent leur capacité de justification diagnostique. Kanoskine et Hall, eux, ils ont soumis du coup des étudiants à des stations Écosse de prise en charge de patients traumatisés sévères. Il y avait un groupe qui était formé avec du deliberate practice et l'autre qui avait une formation conventionnelle. Et les étudiants qui avaient eu des formations de pratique délibérée scoraient mieux sur les stations Écosse. Enfin, il y a eu également une étude pilote sur le triage de patients traumatisés par des urgentistes qui n'exercent pas dans les centres de traumatologie. Pareil, un groupe formé par de la pratique délibérée. Et donc, on notait une amélioration du triage et de l'adhésion aux recommandations de pratique dans le groupe interventionnel. Donc ça, c'était pour vous sélectionner quelques études de la littérature. Il y a une méta-analyse qui va comparer la formation par la simulation associée à la pratique délibérée à la formation conventionnelle. Eux, leur outcome principal, c'était ce qu'on appelle le Comparative Effectiveness Research. Donc, c'était la comparaison de l'effet de la prise en charge sur les patients. Donc, ils comparent à la fois si les décisions de prise en charge qu'on prend sont bénéfiques ou délétères pour le patient. Eux, ils retrouvaient une taille d'effet à 0,71 qui était significative. Et c'est une taille d'effet qui est moyenne, mais ça reste quand même correct dans le cadre de leur méta-analyse. Enfin, il y a aussi une scoping review qui concernait les activités de pratique délibérée et de mastery learning dans la formation et la réanimation cardio-pulmonaire. Alors qu'il y avait des résultats un peu plus mitigés. Ils justifient ça en disant que les études étaient quand même difficilement comparables, les résultats très divergents, et ça posait quand même la question de la qualité et de la quantité du feedback, parce que quand on regarde bien dans les études qui étaient... la revue était assez négative, parce qu'en fait, il y avait quand même du feedback, finalement, aux apprenants dans les études qui n'utilisaient pas forcément du DP ou du Mastery Learning. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant aussi qui s'appelle le Rapid Cycle Deliberate Practice, donc qui a été assez étudié dans la formation à la réanimation cardio-pulmonaire. Il y a beaucoup de publications sur la RCP pédiatrique et néonate. Donc là, en fait, ils font des séances de simulation et pendant la séance de simulation, ils interrompent la séance de simulation s'il y a une erreur. Ils font un débriefing court. Et en fait, ils font un retour en arrière où ils permettent à l'apprenant de corriger son erreur avant de repartir sur le reste de la simulation. Donc, ils vont faire ça à chaque étape où ils voient des erreurs. Et au fur et à mesure, quand les différents niveaux sont acquis, ils augmentent la difficulté de la simulation. Alors, il y a une revue qui est sortie, du coup, qui a quand même été traitée par l'ILCOR en 2024. Ils ont analysé 9 études, et sur les 3 outcomes qu'ils évaluaient, donc il y avait le temps avant de débuter les compressions thoraciques qui restait le même qu'on utilise du Rapid Cycle Deliberate Practice ou non. Par contre, ils ont montré que les gens qui étaient formés en Rapid Cycle Deliberate Practice mettaient moins de temps avant de commencer à défibriller et moins de temps avant d'administrer la première dose d'adrénaline.
Donc ça a l'air d'être un concept qui est aussi assez intéressant et qu'on pourrait peut-être utiliser en simulation dans les formations GSU tout simplement, où on forme à la prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire. Ils ne recommandent pas d'utiliser ça formellement parce qu'il existe déjà beaucoup de manières de former les gens à la prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire, mais ça reste quelque chose d'assez innovant qui peut être exploré. Alors, la pratique délibérée, c'est la recherche de la performance de l'expert. Donc, ce qu'on se dit, c'est que l'expert, c'est quelqu'un qui a acquis des systèmes complexes de représentation pour l'exécution, le monitoring, la planification et l'analyse des performances. Et en fait, c'est quelqu'un qui a une manière de réfléchir qui reste cognitive, associative pendant tout son développement, en fait. C'est pas, vous voyez, sur les compétences quotidiennes, à un moment, au début, on réfléchit beaucoup, après on fait des associations, et à la fin, on fait les actions quasiment de manière autonome. Et l'expert, lui, il reste toujours dans ce processus cognitif associatif, bien évidemment, dans son domaine, il est expert dans son domaine, il ne fait pas ça pour tout. Alors, ça pose la question de la performance de l'expert dans le domaine médical. Donc, traditionnellement, l'expert dans le domaine médical, c'est quelqu'un qui a un niveau d'expertise qui est socialement reconnu et qui va dépendre de la durée de l'expérience. Traditionnellement, c'est encore comme ça, en tout cas. Alors, comment on la mesure, en fait, la performance dans le domaine médical? Est-ce que c'est le succès thérapeutique? Alors, on a regardé effectivement le lien entre le niveau de connaissance et le volume de patients traités et le taux de succès thérapeutique, par exemple, pour voir si la pratique influe sur le succès thérapeutique. Alors, oui, c'est le concept, par exemple, du triage des patients traumatisés et du fait de les adresser vers des filières de prise en charge de patients traumatisés sévères. Mais en fait, c'est très représentatif d'un travail d'équipe plus que de la performance individuelle d'un soignant. Alors, ils sont attardés aussi sur des tâches standardisées. L'auscultation, par exemple. Bon, le deliberate practice n'a pas fait ses preuves là-dedans. L'interprétation de l'électrocardiogramme et de radiographie, là, par contre, ça a montré que ça fonctionnait. Les revues de cas, pareil, les résultats étaient un petit peu plus mitigés. Ça a l'air de plus marcher chez des spécialistes, de s'entraîner à faire des revues de cas, des diagnostics, des prises en charge dans leur propre spécialité. Pour nous qui sommes des acteurs de l'urgence, malheureusement, on a quand même un vaste champ à traiter. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va être un petit peu moins efficace. Et par contre, pour l'entraînement à des tâches chirurgicales spécifiques et l'acquisition de la performance en chirurgie, là, ça fonctionne aussi. Alors, les méthodes d'évaluation actuelles des étudiants, on a plutôt tendance à mesurer à un niveau minimal acceptable. Par contre, alors ça commence à changer effectivement, mais il n'y a pas de franc retour sur le niveau de performance atteint de l'étudiant. Du coup, comprendre la performance de l'expert dans le domaine médical, il y a un double objectif, ça va être de définir les niveaux de performance. Donc pour ce qui est des procédures, ça paraît assez simple. Pour ce qui est hors procédure, c'est traduire la pratique médicale en termes de tâches standardisées, en termes de compétences, et éventuellement d'arriver à mettre des grilles d'évaluation du coup en regard. Et du coup, ça permettrait aussi de développer et d'évaluer le concept de pratique délibérée dans le domaine médical pour atteindre la performance de l'expert. Alors, en médecine d'urgence, c'est peut-être encore plus problématique parce qu'on a des spécificités contextuelles. On doit agir vite, on a un niveau très élevé d'incertitude diagnostique, on a une charge psycho-affective, on a un environnement qui est dynamique, des informations qui changent tout le temps, des situations qui sont complexes, des intervenants multiples. On doit parfois prendre en charge des patients de manière simultanée, on rencontre une variabilité de situation. Et on travaille aussi dans un environnement qui parfois nous est inconnu, voire hostile. Du coup, en termes de... Alors, il ne faut pas dire expertise, mais
de performance, en tout cas, de l'expert en médecine d'urgence, ce serait tendre vers le modèle de l'expert adaptatif. Donc l'expert adaptatif, c'est quelqu'un qui a la capacité d'utiliser des connaissances et des compétences préexistantes pour créer des solutions innovantes à des problèmes qui sont nouveaux pour l'expert. Alors, en conclusion, la pratique délibérée, c'est un concept qui a fait ses preuves dans l'acquisition de la performance dans certains domaines. C'est quelque chose qui est coûteux à mettre en place. Le Rapid Cycle Deliberate Practice, ça a l'air d'être quelque chose de moins compliqué à mettre en place dans des formations très spécifiques, peut-être à travers la simulation. Mais si on veut vraiment s'attacher au concept de deliberate practice comme il est décrit par Erickson, ça se verrait plutôt dans un mentoring en fait, d'un étudiant du début de sa formation jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de performance attendu. Donc, bien entendu, c'est quelque chose qui reste encore à évaluer, qu'on peut penser à intégrer dans un curriculum d'apprentissage. Et à terme, ça permettrait d'acquérir un solide socle de compétences pour pouvoir se transformer en expert adaptatif. Je vous remercie pour votre attention.